Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass sur comment capitaliser sur les reporting extra-financiers pour mettre en place une stratégie de durabilité innovante. Alors, comme vous le savez tous, on a un cadre réglementaire. Alors oui, c'est vrai que si vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à flasher le QR code pour justement du coup avoir accès à l'audio. Parce que par exemple, on ne peut pas monter le volume plus haut, donc n'hésitez pas à le faire. Durant cette masterclass, alors vous le savez, on l'a vu, on est passé en quelques années d'une RSE qui était purement volontaire à une RSE qui devient de plus en plus obligatoire. On a un cadre réglementaire qui pousse beaucoup les entreprises à innover et à commencer à mettre en place des exercices de reporting extra-financier. Toutes ces données sont cruciales justement pour arriver à établir nos stratégies, pour savoir où est-ce qu'on va, quel est l'impact qu'une entreprise peut avoir sur son écosystème. Mais pour l'instant, l'exercice de reporting extra-financier, dans une bonne majorité des cas, ne sert que pour de la compliance par rapport à de la réglementation. Est-ce que donc, du coup, ces données, on ne pourrait pas capitaliser dessus, les utiliser pour bâtir les stratégies durabilité de demain et arriver à continuer à avoir un impact positif et à améliorer notre impact dans le temps? Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Sylvain Lambert, associé responsable des activités de durabilité chez Price France et Maghreb. Merci beaucoup Sylvain d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors Sylvain, c'est vrai que tu as un précurseur, notamment dans tous ces sujets de durabilité, parce que ça fait 30 ans, ça va faire 31 ans que tu travailles ces sujets, donc tu as pu voir l'évolution dans le temps, notamment de toutes les pratiques ESG, notamment par rapport aux stratégies et aux données, parce que les données sont devenues un réel enjeu, notamment au niveau des entreprises. Pour débuter cette conférence, je te propose qu'on refasse un petit tour d'horizon au niveau du plan mondial sur le développement de réglementation et de normes en matière de reporting, pour savoir si est-ce qu'il y a certaines zones qui sont plus ou moins avancées que d'autres. Est-ce que la France, l'Europe se place comme précurseur dans les exercices de reporting extra-financier et si en réalité on est des bons élèves ou pas. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Alors c'est marrant parce que ce matin j'étais à une réunion internationale où on parlait de ça et on voyait une carte qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui est une carte du monde avec coloré les pays dans lesquels les questions de durabilité font l'objet, quant à l'information qui est publiée par les entreprises, d'une réglementation qui n'est plus une réglementation, enfin qui est une réglementation pour le coup, qui n'est plus un standard volontaire comme ça a pu exister. Et ça commence à faire pas mal de pays. Et en fait, on a quelques grandes zones. On a évidemment l'Europe. Donc là, je te dirai après, selon nous, s'il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Mais il y a l'Europe qui est dans le cadre du Green Deal et donc avec la CSRD, la taxonomie, donc l'Europe continentale. Il y a au niveau international l'IFRS qui depuis quelques temps donc, qui s'occupe des normes comptables et qui a créé en son sein l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui est dirigé par Emmanuel Faber, qui crée en gros les normes IFRS de la durabilité. Alors, moins avancé que la CSRD, mais néanmoins ça existe. Et beaucoup de pays, notamment des pays d'Amérique du Sud, quelques pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Asie, le Canada, l'Angleterre, l'Inde, l'Australie, ont annoncé que l'ISSB allait devenir leur cadre. Comme nous, on a la CSRD, eux, ils auront l'ISSB. Donc ça met en couleur pas mal de pays. Les États-Unis ont depuis quelque temps, comme ils l'appellent, le SEC Drama, c'est-à-dire que l'autorité des marchés américaine, la SEC, a depuis 3-4 ans, travaille sur une réglementation qui est un peu assez proche de ce que fait l'IFRS, donc très centrée sur le climat. Elle est sortie et là, elle a été mise en pause. Alors on peut imaginer que selon le résultat des élections, la pause se prolongera ou les affaires reprendront. Mais le résultat de cette mise en pause aux États-Unis fait que certains États, comme c'est une loi fédérale, notamment comme la Californie, ont sorti des textes beaucoup plus contraignants que la loi fédérale, qui est donc en pause, qui s'impose donc aux entreprises en Californie par exemple. Et puis on a la Chine l'année dernière, qui est la surprise générale, a annoncé en mars 2024 une CSRD à la chinoise avec les mêmes principes. Alors on a peu d'informations aujourd'hui, enfin en tous les cas moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui existent, mais moi je ne les ai pas vus, sur ce que va réellement faire la Chine. Mais donc ça c'est panorama mondial. Ensuite, qui est le plus avancé? Il suffit de regarder, si on prend des faits, les textes qui existent. Les textes européens sont les plus sophistiqués. Si on est négatif, on va dire les plus compliqués. Si on est positif, on va dire ceux qui balayent le plus large et qui sont, on va dire, le plus pertinent. Et il y a une volonté de, je ne sais pas si c'est de collaboration, mais de convergence dans un certain nombre de domaines, au moins entre l'IFRS et les textes européens. Donc on va dire une Europe qui est quand même, en termes réglementaires, un peu avancée. Et puis il ne faut pas oublier que l'Europe, depuis 2018, est déjà dans un cadre réglementaire en matière d'information extra-financière,
qui s'appelle la NFRD, et avec au sein d'une directive qui est déployée dans tous les pays, des pays qui sont plus en avance, comme par exemple l'Italie, l'Espagne et la France, parce qu'ils avaient fait le choix de rendre l'audit de ces informations obligatoire. Donc voilà un peu un panorama. Et dernier point, on voit que sur la CSRD, l'Europe a envoyé une mise en demeure à 17 États membres, si je ne me trompe pas, tout récemment, qui n'ont pas encore transposé la directive. Et la transposition était due pour la fin de cet exercice, puisqu'elle s'applique au 1er janvier 2025. Donc je ne sais pas comment faire les pays qui n'ont pas transposé, parce qu'il ne reste pas longtemps. Voilà la situation. Effectivement. Merci beaucoup Sylvain. Alors c'est vrai qu'on va aussi forcément parler CSRD parce que c'est une réglementation majeure dans les reporting extra-financiers. Dans mon souvenir, on a 1200 data points à chiffrer avec des indicateurs bien précis. Donc autant de données à réussir à valoriser, à capitaliser dessus, qui sont quand même cruciales. Alors tous les textes dont tu nous as mentionnés à travers le monde, comment on peut arriver à expliquer qu'en 2-3 ans, on est passé à une couverture aussi large? Alors, je vais partager un point de vue qui est personnel. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'en l'espace de à peu près 3 ans, on ait vu tout ce dont on vient de parler se déployer. Hein. La fameuse carte avec toutes ces couleurs, on n'aurait pas pu la faire il y a 3 ans. Une des explications, en tous les cas la mienne, c'est que ces textes sont la réaction politique à un stimuli scientifique ou physique du moins. Et le stimuli physique, c'est la réalité de la perception, enfin plus que de la perception, la réalité physique d'un certain nombre de phénomènes qui étaient il y a 20 ans pour certaines vues de l'esprit, pour l'autre un fait scientifique, voire une conviction mais sans être trop étayé, qui sont notamment les réalités environnementales, le climat, la biodiversité, les problématiques de l'eau, la croissance des inégalités, des problématiques de droits humains. Aujourd'hui, que l'on soit citoyen, politique, acteur économique, en plus en ce moment on parle de phénomènes météorologiques et de tornades assez fortes, hein, c'est en plein dans l'actualité, c'est rentré de plein pied dans l'économie. Il y a 20 ans, je prends toujours comme exemple, quand on était à Rio plus 10, à Johannesburg, c'est le fameux discours de Chirac, notre maison brûle et nous le tournons le dos, sauf que des gens qui avaient vu la maison brûler, il n'y en avait pas beaucoup, à part quelques scientifiques et ONG. Aujourd'hui, il y a énormément d'individus, citoyens, d'entreprises, d'acteurs économiques qui ont rencontré des phénomènes. On a encore vu cet été, par exemple, avec les inondations qu'on n'avait jamais vues en Suisse au mois de juillet, qui sont liées à des pluies battantes en même temps qu'on a la fonte des neiges. Donc avant, c'était une période où il ne pleuvait pas, mais on avait la fonte des neiges. Là, le cumul des deux a généré en vallée des débordements énormes. Les autoroutes sont coupées, toute une série d'usines sont tombées. Et vous avez des industriels qui ont perdu. Alors, il y en a un c'était dans les médias, qui est Porsche, qui a perdu jusqu'à 2 milliards pour rupture d'approvisionnement de sa supply chain. Donc il y a plein de boîtes pour qui c'est une vraie réalité, non plus de faire le bien pour la planète, mais une vraie réalité stratégique et économique. Et donc le politique a une forme de réaction à ça. Et quand Mme van der Leyen est arrivée en 2018 à la tête de l'Europe, elle a lancé, on le rappelle, hein, le Green Deal, en disant c'est le fondement de la politique européenne. Alors qu'il soit débattu, qu'on soit pour ou contre, peu importe, mais c'est un fait. Et donc mon explication, c'est qu'on a une réaction politique à cette montée des phénomènes physiques qui ont des conséquences sociales, sociétales, environnementales. Leur réponse, c'est on va densifier la réglementation avec des objectifs, et notamment la réglementation européenne. Elle est là pour donner un nouveau cadre à la prise en compte de la durabilité par l'économie. Elle y arrivera ou pas, ça c'est un autre sujet. Alors c'est ça, c'est parce qu'en plus, comme tu l'expliques, est-ce qu'on peut dire un peu que aujourd'hui, on commence de mieux en mieux à comprendre que les performances financières d'une entreprise, ce n'est qu'une résultante des performances extra-financières. Parce que si on prend l'exemple d'un industriel, comme tu l'as fait avec Porsche, ça peut être le meilleur industriel au monde. Si derrière, il n'arrive pas à avoir sa matière première, donc la biodiversité qu'il y a derrière, s'il n'a pas accès à l'eau, pas accès à l'énergie, ou s'il n'a pas ses salariés pour produire, en fait, il aura un bilan comptable de zéro à la fin de l'année. Donc, en fait, on a de plus en plus d'exemples. Hein. Si on est dans l'agroalimentaire, vous avez des grands groupes dont 100% du chiffre d'affaires dépend de la nature. Et ça peut être de l'eau, ça peut être du lait, ça peut être des tas de choses. Mais vous l'avez dans le textile, vous l'avez dans les cosmétiques, vous l'avez dans la santé. Enfin, il y a même une étude qui est sortie, qui est une étude de la maison PwC, mais qui dit que 60% du PIB mondial dépend de services écosystémiques. Donc ça commence à se voir, ça commence à compter. Mais là, on parle beaucoup d'impact. Il y a aussi pas mal de business qui voient des opportunités. Et quand on voit, ici on est à Big, mais quand on voit la quantité de start-up qui se lancent, montées par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, avec un objectif qui est d'apporter un bout de solution à toute une série d'enjeux qui est là, ça aussi génère pas mal de dynamisme économique. Donc oui, aujourd'hui, d'ailleurs je pense qu'on va arrêter de parler d'extra-financier, on va parler de performance globale. Hein. Il y a d'ailleurs quelques directeurs financiers qui disent que leur titre demain, ça sera des Chief Performance Officer. Et l'objectif, notamment pour reprononcer le mot de la CSRD, c'est pas de faire du reporting, ça c'est la conséquence, c'est d'amener la donnée de durabilité à un niveau équivalent en qualité à la donnée financière pour que demain on puisse l'utiliser comme on utilise la donnée financière,
ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas assez solide et robuste Ça, et homogène. C'était en plus le but de la CSRD, c'était vraiment de Exactement. mettre le rapport financier et le rapport extra-financier au même niveau, au même point. Donc c'est vrai qu'avec les exemples que tu nous donnes aujourd'hui, on voit bien que les risques qui pèsent sur les entreprises, elles sont primordiales. Donc les données qu'aujourd'hui on arrive à collecter, notamment sur l'extra-financier d'une entreprise, ça va permettre de pérenniser les entreprises et les modèles d'affaires de demain. Donc d'où l'importance d'arriver à les utiliser et à continuer à développer l'impact. Tu vas parler justement de CSRD. Est-ce que, en plus, avec toutes les activités d'audit, de conseil que tu réalises, est-ce que tu pourrais nous donner un petit retour, si tu as des premiers retours d'entreprise de la vague numéro 1 de la CSRD qui arrive pour 2025, en termes d'œuvre, de complexité ou de bénéfices qu'on a pu voir? On va surfer sur la vague. Donc, il y a, en langage CSRD, il y a 2 vagues. La vague 1, la vague 2, voilà. Donc ça, c'est pas hyper original. La vague 1, qu'est-ce que c'est? Ce sont en gros les sociétés cotées, c'est-à-dire celles qui, dès 2025, vont publier leur fameux rapport de durabilité, si on suit le terme réglementaire. Donc là, ça veut dire qu'elles ont travaillé dès que les textes ont été disponibles ou avec des textes qui commencent à être disponibles. Et là, elles sont en train de préparer des documents qui vont sortir et qui vont, sans nul doute, faire l'objet de multiples benchmarks d'écoles, d'ONG, d'associations professionnelles, de consultants. Enfin, il va y en avoir plein, donc ça va être intéressant. Et la vague 2, c'est les autres. C'est-à-dire que les autres sociétés qui vont être concernées, donc essentiellement des sociétés non cotées, et qui vont, elles, y travailler entre maintenant 2025 et qui publieront en 2026. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros? Il s'est passé un premier temps de stupéfaction. Alors pour les grandes sociétés cotées, ils avaient déjà une réglementation, mais c'est vrai que celle-ci, elle est plus dense, plus large, plus dynamique. Donc il y a eu, on peut le dire, hein, des effets de recul, voire de rejet. Et là, on a sorti une étude mondiale sur 500, qui est publique, hein, qui est sur notre site, 500 ou 600 boîtes, le regard sur la CSRD. Et alors, à notre très grande surprise, que ce soit les entreprises de la vague 1 ou 2, donc vague 1, ils avaient déjà très avancé, vague 2, ils sont en train de regarder. Plus de 90% des 2 vagues nous disent on est assez confiant dans le fait qu'on va y arriver. Donc on ne s'attendait pas à ça. Que ce soit compliqué, c'est autre chose, mais qu'on va y arriver, premier point. Deuxième point, en fait, le vrai sujet, une fois qu'on est rentré dedans, parce que franchement, les boîtes gèrent des choses beaucoup plus complexes que mettre en place la CSRD. Une fusion-acquisition, c'est extrêmement complexe. Donc mettre en place un nouveau projet, déployer un grand ERP, ça coûte très cher et c'est très complexe. Donc, stupéfaction au début, on rentre dedans, on bosse. Ce qu'elles disent finalement, c'est pas si compliqué. Le gros challenge maintenant va être, il y en a 2 en fait, va être d'amener ces données au niveau de qualité qui est attendu par les textes. La bonne nouvelle, c'est que le régulateur n'attend pas avec une hache que les données soient au niveau de qualité dès l'année 1. Et on sait très bien, et aujourd'hui, aucune grande société n'aura toutes les données requises et n'aura la fiabilité requise sur l'ensemble des données. Et il va se passer quoi? Rien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la transparence et qu'il y ait un effort. Les auditeurs vont dire quoi? Ils vont faire des observations, des commentaires, et le monde ne va pas s'arrêter. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est un exercice qui va s'étaler. Même le régulateur ne le dit pas aussi directement, mais si je suis technique une seconde, il a prévu 2 crans, le régulateur. Il a dit d'abord, la première année de publication, le niveau d'audit va s'appeler de l'assurance limitée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est qu'à partir de 2029, qu'on aura un niveau d'audit qui est celui des comptes. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et 2029, et le 2029 est encore à questionner, il y a un temps de progrès. Donc premier challenge, la qualité de l'information, donc qui est sous-tendu par un deuxième challenge et que le deuxième temps de travail dans lequel les entreprises de la vague 1 sont maintenant parce qu'elles ont fait leur boulot, c'est de se dire finalement, je gérais mon information de durabilité auparavant d'une certaine façon. Si on me dit que maintenant elle est normée, cadrée, sous la responsabilité du board, qu'elle va être auditée de façon de plus en plus solide, quelle est l'organisation que je dois mettre en place dans l'entreprise? Quel rôle, par exemple, de la direction financière? Quel rôle des équipes RSE? Quel rôle du contrôle interne? Quel rôle de la DRH? Et ça, c'est une vraie question opérationnelle sur lesquelles, qui n'est pas du tout insoluble, hein, c'est un sujet de travail des entreprises aujourd'hui qui va être adossé à un deuxième sujet de travail que l'on voit poindre et que l'on voit poindre beaucoup plus vite dans les entreprises de la vague 2, c'est comment technologiquement je vais m'équiper. Une fois que je me suis organisé, est-ce que des solutions technologiques, et là vous avez une offre qui va de la start-up à SAP, en gros, en balayant tous les grands acteurs. Certains sont plus prêts que d'autres, mais le bon point sur la vague 2 était de dire les grands groupes cotés, ils ont fait leur premier exercice de préparation à la CSRD, là ils vont publier, après ils vont se poser la question de l'orga et de la gestion de la data. Les entreprises de la vague 2, elles se posent la question en même temps, toutes les questions. Et en plus, elles vont pouvoir bénéficier d'un benchmark. Donc voilà à peu près où on en est pour résumer. C'est super. Alors, à travers tous les accompagnements que tu réalises avec les entreprises sur ces sujets-là, est-ce que c'est courant
que des entreprises utilisent leurs anciens reporting pour arriver à bâtir et à des nouveaux plans d'action et améliorer leurs résultats extra-financiers, ou c'est encore quelque chose qui est assez marginal? Alors d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il y a deux regards qu'on peut porter sur ces textes et qui peuvent s'opposer, mais qui peuvent aussi se compléter. Le regard numéro un, c'est de dire en fait tout ça, c'est de la compliance, c'est du reporting. En même temps, c'est vrai, c'est une réglementation, il va falloir y être conforme, et au bout, vous allez faire du reporting. Donc c'est vrai. Mais l'objectif réel, en fait, c'est un sujet qui touche à la stratégie de l'entreprise et à sa performance. C'est bien ça l'objectif des textes. C'est de faire en sorte que ces sujets-là sont intégrés dans la stratégie de l'entreprise et que demain, ils fassent partie de la lecture que l'on a sur la performance d'une entreprise, au même titre que l'information financière. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser, ce qu'on a déjà fait? Si ce qu'on a déjà fait, c'était du pipeau, non. Si ce qu'on a déjà fait, c'était quelque chose de réel et solide, si on peut prendre les entreprises qui étaient soumises à la précédente réglementation, donc là, excusez-nous les acronymes, mais la NFRD avec les entreprises qui publiaient des déclarations de performance extra-financière, oui, bien sûr, sachant qu'elles étaient plutôt centrées, si on suit les textes, sur les risques. Là, on parle à la fois de risques et d'opportunités. Donc, si les gens ont bien bossé et avaient déjà un cadre de reporting, voire au-delà des vraies approches stratégiques sur le sujet, bien sûr que c'est une base extrêmement pertinente pour élaborer ces éléments de CSRD et construire un plan d'action. Le petit plus de ce texte-là, c'est, et je pense que vous en avez tous entendu parler si vous êtes à cette table ronde aujourd'hui, c'est la fameuse analyse de double matérialité, qui lui est en fait, au-delà de l'acronyme analyse double matérialité, en fait, en bon français, c'est une analyse stratégique de en quoi les questions de durabilité impactent votre business en risque ou en opportunité. Et donc là, effectivement, ce que l'on constate, d'abord, c'est ce que c'est vraiment. Donc, soit on le fait de façon solide et en se posant des vraies questions. Quels sont les domaines qui me menacent? Quels sont les domaines qui peuvent accélérer mon business? Où est-ce qu'il faut que je mitige des risques? Où est-ce qu'il faut que j'accélère des opportunités? Mais ce qu'on constate, nous, c'est que dans la plupart des cas, il y a une mobilisation comme jamais des directions générales et des conseils d'administration. Alors les conseils, c'est assez facile à comprendre pour les sociétés cotées. Ils sont juste juridiquement responsables de l'information, puisque le texte dit que c'est sous la responsabilité du comité d'audit ou d'un autre comité du conseil par délégation que cette information est placée ultimement, comme les comptes. Donc il y a eu des vrais, en moyenne, on va toujours trouver des cas où les gens s'en foutent complètement, mais en moyenne, un vrai intérêt ou de vrais questionnements, c'est ce que dit aussi notre enquête internationale, et qui fait remonter finalement des sujets qu'on pensait derrière nous, comme par exemple les plans de transition. Dire non, c'est fait, on a nos cibles, on a SBTI, etc. Avec des vraies questions qui se sont reposées. Donc oui, ça contribue à accélérer en général la réflexion stratégique. D'accord. Et alors justement, le parallèle entre arriver donc, du coup à utiliser ces données et ces indicateurs pour bâtir ces stratégies à partir des reporting déjà existants, est-ce que tu as déjà vu des freins qui empêchent des transpositions opérationnelles au niveau des indicateurs? Alors, il vaut mieux plutôt penser sa stratégie et ensuite construire les indicateurs dont on a besoin. Mais les freins, il y en a. Si on est vraiment dans une volonté stratégique, je dis, on peut l'adresser. Et quand je dis ça peut être concomitant, il y a des entreprises qui ont dit c'est compliqué pour moi. Mon objectif numéro un, c'est d'être en conformité et de préparer mon reporting. Et super. Et je verrai après si je peux créer un peu de valeur, sortir par le haut de cet exercice. Mais la première année, j'ai trop de choses à faire, donc je vais me concentrer sur la conformité minimale au texte. Donc ça, et c'est ni bien ni pas bien, c'est un fait, il faut le prendre comme ça. Ensuite, de dire si... C'était quoi ta question? Si on peut se bâtir sur les... C'est ça, c'est qu'en fait, maintenant aujourd'hui qu'on a un peu ces indicateurs, tu nous as dit qu'on voyait comment les entreprises qui étaient soumises à l'FRD, ils ont quand même du coup du recul, ça fait maintenant un certain moment qu'ils sont habitués à l'exercice, du coup ils arrivent à utiliser un peu les anciens reporting pour bâtir. Oui. Donc c'est parce que ça devient alimenter la dimension stratégique de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a des freins, par exemple? Oui, les freins, effectivement, le gros frein. Il y a deux freins, selon nous, vous en verrez peut-être d'autres, des freins, il y en a tout plein. Mais il y a le premier frein qui est d'avoir eu la mauvaise lecture de cet ensemble-là et de rester trop, justement, je disais, c'est pas négatif de voir ça comme de la compliance et du reporting, mais si on se projette un peu, si on ne voit que ça, c'est un peu dommage parce qu'on va surtout perdre son temps et on ne va pas capter un certain nombre d'éléments pertinents et surtout de se dire que demain, ces éléments-là contribueront à la lecture que l'on a de la qualité de la performance d'une entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième frein, c'est ce que disent aussi les entreprises dans cette enquête internationale, c'est la qualité et la disponibilité de la donnée. Voilà, donc ces données, avant, je vous donne des exemples très concrets, quand vous avez des engagements extrêmement forts sur la partie collaborateur et que c'est important de former les collaborateurs, il y a même des groupes dont une partie de la rémunération variable des dirigeants dépendent de certains KPIs, comme la diversité, comme l'accès à la formation par les équipes.
piloter un taux de formation quand on sait que l'instruction de base d'un taux de formation est une feuille de présence à une formation. Alors on pourra raconter ce qu'on veut avec la blockchain, avec le digital, mais en réalité, dans pas mal de cas, dans des groupes internationaux, on va avoir des feuilles de présence, que la feuille de présence, elle est soit mal remplie, soit tout le monde oublie de la remonter, et qu'à la fin, on fait des estimations. Et si on demande d'avoir la même rigueur que les comptes et qu'on envoie des auditeurs et qu'ils se rendent compte que les feuilles de présence, elles n'existent pas, le chiffre ultime dont dépend la REM du dirigeant, enfin une partie, et qu'on publie, il ne ressemble plus à rien. Le taux de fiabilité des effectifs d'une boîte du CAC 40, c'est 10%. Voilà. Donc, c'est un vrai frein. Pourquoi? Parce que c'est un travail de fourmi, de Romain, et qui est long. La finance a mis des années et des années à coup de réglementation, de normes, de standards, de solutions technologiques, d'audit, de contrôle interne, externe, pour être à peu près fiable. Et encore, de temps en temps, il y a des trucs qui existent. Là, les sujets de durabilité vont devoir le faire plus vite, mais c'est aujourd'hui le principal obstacle. Alors, je me permets donc du coup de raconter un peu une anecdote personnelle. C'était une dirigeante d'entreprise qui était venue me voir et qui m'avait dit c'est quand même assez particulier parce qu'il y a 5-6 ans, c'était assez simple la vision sur la RSE. On avait une vision purement carbonée. Là, elle me disait mais là aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Il y a des indicateurs partout, on parle de biodiversité, on parle d'eau avec beaucoup d'indicateurs. Et elle me disait moi, c'est un réel frein pour moi d'arriver donc du coup à de nouveau bâtir de nouvelles stratégies au niveau de mon groupe parce que c'est devenu un autre langage. Et j'ai l'impression qu'il faut que je devienne bilingue RSE pour pouvoir arriver à développer une stratégie cohérente. Est-ce que ça aussi, tu le remarques un petit peu? Alors, moins, faut quand même rappeler que ce que demandent ces textes, et ce que demande le bon sens aussi, c'est de ne parler que ce qui est d'important. Et c'est à ça que c'est d'ailleurs l'analyse de double matérialité, de parler de sujets dits matériels si on reprend les textes. Et que effectivement le carbone n'est pas tout. En tous les cas pour une entreprise, que les enjeux climat soient à peu près probablement un des enjeux les plus gros qui en attirent plein d'autres pour nous, être vivants. Mais il y a des entreprises pour lesquelles elles ont beau faire ce qu'elles veulent, le carbone n'est pas un sujet, ça peut être la biodiversité, ça peut être des sujets humains. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est pas tellement la multiplication des sujets parce que, in fine, on parle des sujets qui sont importants et normalement, si on a bien fait son boulot, le dirigeant il doit avoir en tête qu'on est bien sur des sujets importants. C'est la capacité à se mettre en dynamique sur le traitement de ces sujets avec le niveau d'exigence qui est celui qui est en train d'arriver maintenant. D'accord, ok, super. Alors tu en parlais tout à l'heure, justement, l'une des problématiques quand on définit une stratégie de durabilité innovante, souvent on fait aussi des benchmarks par rapport à son secteur, par rapport donc, du coup, à d'autres entreprises concurrentes pour voir où est-ce qu'on en est et savoir si on arrive à être assez innovant. On a aujourd'hui un développement de l'intelligence artificielle assez grand et avec ce développement de l'intelligence artificielle, on commence à avoir arrivé sur le marché des solutions IA qui permettent de réaliser des benchmarks RSE à travers les reporting RSE publics. Est-ce que tu penses que cette titulation elle est pertinente et elle est vraiment à prendre en compte lorsqu'on met en place une nouvelle stratégie de durabilité? Clairement, l'IA sur ces sujets, ça marche très bien. Hein. Il y a plein de données partout, il faut la traiter, alors il faut savoir prompter quand même. Parce que bien souvent, on a fait plein d'essais et la qualité du prompt va déterminer de façon massive le résultat. Donc ça peut être n'importe quoi ou très bien. Par exemple, on a développé des solutions pour nous, qui ne sont donc pas commercialisées, mais justement pour faire des benchmarks, on s'est rendu compte qu'en travaillant vraiment les prompts, on pouvait améliorer mais de plus de 80% la qualité de ce qui sortait. Donc partant du principe qu'on bosse bien, oui, l'IA par rapport à plein de sujets, notamment puisque là on parle de reporting, benchmark oui, évidemment, il y a des données qui sont publiques, on peut même être plus spécifique avec l'IA, c'est-à-dire lui donner à manger exactement le champ qu'on veut qu'elle analyse, et puis sur des sujets, moi j'ai vu à Vivatech l'année dernière par exemple, des solutions, alors je n'en juge pas la qualité, mais j'en parle librement, elles ne sont pas à nous, mais qui vont travailler sur les exercices de double matérialité, mais ce qu'on va avoir par exemple, c'est dès que les premiers rapports CSRD vont être sortis, début 2025. Alors là, on va pouvoir faire tourner de l'IA par secteur, se dire c'est quoi les grands sujets dans la pharma. Tiens, c'est quoi les grands sujets dans l'automotive, c'est quoi les grands sujets là-dedans, c'est quoi les risques, c'est quoi les seuils qu'on a pu voir, c'est quoi les niveaux, c'est quoi la performance des boîtes. Donc l'IA, qui fait plein d'autres choses, mais notamment face à une masse de données, faire des analyses, à partir du moment où on prompte bien, c'est un sacré accélérateur, oui, effectivement. Oh, super. Alors, au-delà justement des bénéfices que tu as déjà cités, le fait qu'arriver à mettre en place à partir des indicateurs, ça peut baisser donc du coup les niveaux de risque sur une entreprise. Est-ce que tu as pu voir d'autres bénéfices que ça apporte ces réglementations et le fait qu'on structure de plus en plus et qu'on normalise de plus en plus nos reportings extra-financiers? Ce que nous disent, vous allez croire que je suis maniaque avec notre étude, mais enfin elle est sortie récemment, elle dit des trucs.
Donc dans les trucs, évidemment, on a demandé aux entreprises, est-ce qu'il y avait, alors on a demandé qu'est-ce qui les embêtait dans ces textes. Alors ce qui les embêtait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ben, il faut y travailler, il faut travailler sur la qualité de la donnée. Et, certes, on est confiant, mais c'est du boulot. Sur les bénéfices, alors je vais volontairement prendre les bénéfices. Il y a des gens qui, à plus de 50%, disent ça va nous amener à améliorer notre performance environnementale, sociale. Mais moi, j'ai été marqué par une fourchette de 30 à 40% qui nous disent, en fait, ça va pour, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 34% des 500 ou 600 boîtes interrogées dans le monde. Ça va faciliter notre accès au capital. Ça va faciliter notre accès à la dette. Ça va améliorer nos coûts et globalement, ça va contribuer à une meilleure performance économique. Je trouve ça intéressant, d'autant qu'on voit au même moment un certain nombre d'investisseurs regarder de façon pointue ce que veut dire la publication d'informations de durabilité homogène et comparable, parce qu'aujourd'hui, un des gros écueils, c'est que vous prenez la boîte A qui parle de climat, la boîte B qui parle de climat, parlent de la même chose, mais si elles sont dans le même secteur, elles n'ont pas forcément les mêmes indicateurs et c'est pas simple. Demain, l'objectif du texte, qui sera foiré ou pas, on va voir, en tous les cas, il y a un cadre réglementaire, c'est qu'on puisse faire le vrai objectif avec la durabilité exactement, ni plus ni moins que ce qu'on fait avec les comptes. C'est-à-dire des ratios, des analyses, des comparabilités. Vous prenez deux boîtes de luxe aujourd'hui, voire même prenez L'Oréal et Saint-Gobain qui n'ont rien à voir. Ben, prenez leurs états financiers. On peut s'amuser à dire il y en a une qui est plus performante que l'autre d'un point de vue financier. On peut faire des tas de choses qu'on a du mal à faire avec la RSE. Donc dans les bénéfices, et moi j'en rajoute un, c'est que je pense que ça va au bout simplifier la vie des entreprises, parce qu'aujourd'hui elles doivent répondre à des tas de questions, de questionnaires, et chacun a sa méthode, ses grilles, son truc. Bah demain, je pense notamment aux agences de notation extra-financières, elles pourront se baser sur une donnée qui existe, plutôt que de demander de préparer des données pour elles, pour que ça rentre dans leur modèle, puisque tout le monde aura la même donnée, et qu'à un moment elle va finir par être aussi robuste. Donc en fait, ce qui est désagréable, c'est qu'on vit une transformation profonde de l'information de durabilité, qui est passée de l'artisanat il y a 30 ans à quelque chose d'un peu cadré par des standards volontaires, à la GRI, le SASB, etc., à des débuts de réglementation dans des zones comme la France d'abord, avec le Grenelle, puis l'Europe, et puis maintenant on arrive dans un contexte où ça va être très régulé. Donc c'est très pénible pendant que ça se met en place, parce qu'il faut le faire, il faut comprendre, etc. Mais à un moment c'est stabilisé et ça va faciliter la vie de tout le monde. Mais ça, la faciliter la vie, c'est pas avant 5 ans. Enfin, les 5 ans, c'est ma conviction. Hein. Ça sera peut-être 4, ça sera peut-être 10, mais voilà. C'est super. Alors je vais faire une petite question d'ouverture. Après, on va passer une partie questions-réponses pour si vous avez des interrogations. Imaginons qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs parce que tu as mentionné le Green Deal. L'Europe s'est quand même fixé d'être le premier continent bas carbone d'ici 2050, neutre en carbone. On a des objectifs aussi d'ici 2030. Dans l'hypothèse où on n'arrive pas à atteindre les objectifs déjà d'ici 2030, est-ce que avec les réglementations qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles vont servir de socle, notamment pour l'arrivée de nouvelles réglementations, mais plus sur des obligations de moyens, où il faut être transparent sur ces données, mais sur des obligations de résultats sur les performances extra-financières. Est-ce que, en se projetant un peu, est-ce que tu penses que c'est une possibilité? C'est la grande question. Alors déjà, on a des textes comme la directive sur le devoir de vigilance, qui est plus dans l'obligation de moyens, de résultats, que l'obligation de moyens. On rappelle que un des textes dont on a beaucoup parlé, la CSRD, il se fout complètement de votre performance. Hein. Mais d'ailleurs, comme les comptes, vos comptes, ce qui compte, c'est qu'ils soient justes. Que vous perdiez plein d'argent, que vous soyez au bord du dépôt de bilan, ce n'est pas le problème des comptes et ce n'est pas le problème des auditeurs des comptes. C'est la seule chose qui compte, c'est qu'ils reflètent la réalité. D'ailleurs, si vous lisez l'avis de l'auditeur, il parle de l'image fidèle et de la sincérité des comptes. Il ne dit pas la boîte va bien. Ça, c'est votre banquier, vos partenaires financiers, les agences de notation financière. La CSRD, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on va... par ailleurs, on est quand même dans une tendance de rater globalement nos grands objectifs de durabilité. Hein. Donc, ce que font ces textes, c'est que, on l'a dit tout à l'heure en début, c'est une réaction de plus en plus accélérée et forte, ce qui explique la multiplication des textes du politique, qui commence à se dire va falloir faire de plus en plus de trucs. Est-ce que cette quantité de trucs va marcher? Bah, ça aide. Est-ce qu'on va arriver aux objectifs qu'on se fixe? Sûrement non, c'est ce que nous dit le GIEC, hein, on s'en éloigne de plus en plus. Alors, est-ce qu'on ralentit le truc? Plus ou moins. Là, on sort une autre étude qu'on sort tous les ans depuis 20 ans sur l'intensité carbone mondiale. Bon, c'est la pire année qu'on ait fait en termes de décarbonation. On n'a jamais été aussi mauvais mondialement. Alors, dans l'eau, il y a des bons et des moins bons. Mondialement, on a été aussi mauvais. Donc, sur les objectifs, j'en sais rien. Par contre, sur la vraie question, est-ce qu'à un moment, le régulateur va imposer des seuils, de dire, c'est très bien la transparence, mais maintenant, voilà les trucs. Ça devrait arriver. Mais plus que le régulateur, c'est est-ce que
la science, enfin l'effet physique ne va pas nous l'imposer. Si par exemple, je vais vous prendre un exemple tout con, je ne connais pas grand-chose au domaine, mais je commence à travailler pour les parfumeurs. J'ai compris qu'une des grosses bases dans le parfum, dans tous les parfums, c'était la bergamote. 95% du sourcing de bergamote des parfumeurs mondiaux vient d'une région dans le sud de l'Italie, et ils sont en train de perdre de plus en plus de bergamote à cause du climat. Bon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Donc, par exemple, est-ce qu'on n'a pas ce genre de choses-là? Est-ce qu'on n'a pas des pressions sociétales aussi à un moment? On en a ras-le-bol un peu de subir les choses. Est-ce que on l'a oublié, mais il y avait une chose que suivaient de très près les compagnies aériennes juste avant le Covid. Alors, entre-temps, il y a eu le Covid. C'est ce qui se passait en Suède. La Suède était le pays en Europe jusqu'en 2019 où on observait de plus en plus de mouvements de gens qui ne voulaient plus prendre l'avion pour des raisons d'engagement personnel, suffisamment pour que ce soit suivi. Donc est-ce que le régulateur va taper du poing sur la table en disant voilà des seuils dans des domaines? Est-ce que c'est le citoyen qui va le faire? Ou est-ce que c'est la physique qui va faire ça, vous vouliez le faire, mais il n'y en a plus, donc on ne peut plus le faire? Donc oui, il y aura une forme de contrainte et il y aura des formes de contraintes qui vont finir par arriver. Voilà, c'est pas marrant, mais c'est certain. C'est super. Merci beaucoup Sylvain. Je vous propose qu'on passe maintenant du coup à une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main. Si vous êtes aussi donc, du coup, en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et je crois qu'on a déjà une première question. Oui, bonjour. Dans le retour d'expérience ou l'analyse de retour que vous avez, on sent vraiment que c'est SRD, contrainte exactement comme une nouvelle norme, un nouveau standard à respecter, mais qu'est-ce qu'on a comme gisement de changement, de création de valeur, de business model et éventuellement comme opportunité justement pour créer de nouveaux services? Est-ce que vous en avez eu et quelques exemples pour illustrer? La CSRD en elle-même, elle ne génère pas ça. Elle génère des discussions qui permettent d'arriver à ça. Ça, c'est ce qu'on a pu observer. Elle génère des discussions, voir ce que nous disent d'ailleurs le Collège des directeurs développement durable a dit une chose là-dessus. Notre fameuse étude dont je parle depuis tout à l'heure, vous allez bien finir par la télécharger à force. Elle est gratuite, hein, donc voilà. Le dit aussi. En fait, ça, pareil, je dis en moyenne, il y a des cas où ça n'a pas eu du tout cet impact, ça n'a fait qu'énerver. Les gens ont dit c'est de la bureaucratie et c'est l'enfer. Pas le nier. Donc, mais ça fait rediscuter beaucoup plus en profondeur au moment de l'analyse de double matérialité des entreprises avec les équipes, les dirigeants, parfois les actionnaires ou les représentants des actionnaires sur ce sujet. Et ça a pu amener le constat que finalement on est pas mal là-dessus. Et là c'est important, on ne l'a pas traité aussi bien qu'on le devrait, ou en fait on pensait qu'on était pas mal, mais on devrait accélérer. Et ça, ça met en lumière. Et ce qu'on voit arriver aussi comme dérivé de ces textes aujourd'hui, c'est des accélérations dans certaines entreprises sur des sujets qui pouvaient être des domaines de risque, en dire finalement on n'est vraiment pas bon, se dire mais là-dessus on a peut-être un truc à jouer. Donc voilà en termes de création de valeur. Et il y a un deuxième sujet dérivé, j'ai pas beaucoup parlé des investisseurs, mais que ce soit dans le non-coté, je pense au fonds de private equity, ou dans le côté les asset managers, on voit arriver de façon modeste, parce que là on est en 2024 encore, mais des questionnements sur la façon d'intégrer de façon plus solide les résultats de l'analyse de double matérialité et la cohérence entre ce qui est dit dans la double matérialité et les actions réelles de l'entreprise dans la décision d'investir. Voilà. Donc le texte, il a été fait un peu pour ça. Mais je vous le dis, il y en a qui ont dit tout ça c'est du bullshit et ça m'emmerde, je vais faire un minima. Mais en moyenne, c'est plutôt ça que je vois arriver. Alors c'est drôle que tu mentionnes ça parce que justement, dans le monde d'investissement, on commence de mieux en mieux à comprendre que les performances financières sont cruciales. Ça me fait penser que j'avais une question à te poser. C'est est-ce qu'on a une vision notamment des attentes de la part des partenaires financiers? Pas forcément que de la partie, donc du coup, fonds d'investissement à investisseurs. Est-ce que les autres partenaires financiers, les grands acteurs du financier, commencent à se poser aussi ces questions? On n'est pas chez BPI là. Non. Ils n'ont pas un avis sur la question. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je veux partager deux choses, mais enfin quand même. Côté, nous on le voit monter. Alors pareil, on fait comme plein de consultants, on fait des tas d'études tous les ans, voilà, etc. Donc, mais on en fait une sur les investisseurs et sur le private equity. Donc quand même j'en dis un mot. On a vu passer le sujet pour le private equity de, en gros, on ne sait pas trop, mais on va dire tick the box compliance, à risque, à création de valeur. Ça, c'est l'étude 2024. Il ne parle même plus de risque. Enfin, le risque est doit être dans le top 6. Et la création de valeur et les opportunités sont dans le top 1 et 2. Il mentionne même des sujets d'attractivité pour les clients, de différenciation, de compétitivité. Les asset managers disent que c'est un sujet stratégique qui doit être géré par les dirigeants. Ceux qui prêtent de la dette, moi j'ai des clients ETI, donc boîtes de taille intermédiaire, hein, comme le nom l'indique, qui ont jusqu'à 60-70% de leur dette, donc bancaire, qui est assise sur des critères ESG. Donc
parfois de qualité, parfois pas. On a les critères que l'on a. Et tu parlais d'autres investisseurs, mais même institutionnels. Ben, ça va dépendre des zones géographiques. Hein. En France, en Europe, c'est très fort. On sait qu'aux États-Unis, il y a un débat de fond sur l'intégration ou non de l'ESG selon qu'on soit républicain ou démocrate. C'est soit satanique, soit bienvenu. Donc, et ça génère des positions. Je rappelle qu'il y a une étude très intéressante que je n'avais pas vue, qui est sortie. On se souvenait quand Larry Fink de BlackRock a sorti sa première lettre il y a 3-4 ans, tout le monde a cru que c'était Jésus qui arrivait parce que la lettre était extraordinaire. On s'est dit, putain, BlackRock, je rappelle, un 10 000 milliards de dollars, donc plusieurs fois le PIB de la France, avec une lettre remarquable. On dit, ah, extraordinaire. Et puis 2022, il dit finalement l'ESG, pas tant que ça. Et alors là, ils ont sorti une étude qui est sortie mi-août 2024 sur les effets du capital naturel sur la performance et la création de valeur. Vachement intéressante, elle est gratuite, disponible sur leur site. On ne les attendait pas là-dessus, mais disons en gros, c'est un truc qu'on va vachement regarder parce qu'on se rend compte que ça peut faire perdre ou gagner pas mal d'argent. Donc le monde des investisseurs, il est drivé parfois par des postures politiques. C'est le cas aux États-Unis, parce que le politique, une fois de plus, émet de la réglementation. Et je rappelle que Joe Biden, en novembre 2023, est obligé, ce qui est assez rare, de mettre son veto à une réglementation fédérale poussée par les républicains, qui visait à interdire la prise en compte de critères ESG par les gestionnaires d'actifs, les républicains disant ça ne fait pas partie de leur responsabilité fiduciaire. La responsabilité fiduciaire d'un asset manager, c'est de créer de la valeur. Je lui donne de l'argent et il me rend beaucoup d'argent s'il a fait son job. Et c'est tout. Le ESG n'a pas à polluer ça. Les démocrates disant, nous on considère, et c'est ce qu'a dit Biden dans son veto, que ça fait partie au contraire de la responsabilité fiduciaire. Donc, mais en moyenne, sur le temps, on est passé de rien à beaucoup de choses, vous pouvez en dire d'ailleurs beaucoup de choses, mais quand même une demande extrêmement accrue et parfois sophistiquée de l'ensemble des partenaires financiers d'une entreprise sur ces questions-là. Et ce n'est pas qu'un truc de grand groupe, parce que même des banques qui ont beaucoup de PME dans leurs partenaires intègrent des éléments financiers dans leur financement, des éléments RSE dans leur financement. C'était la dualité dont tu faisais référence, avec est-ce qu'on voit ça d'une façon de performance globale ou juste performance financière. C'était un peu le conflit qu'on a pu voir aux États-Unis. Alors, je me permets de répondre parce que c'est vrai que, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est vrai que même nous, chez BPI France, c'est quelque chose dans lequel du coup, on appuie beaucoup, que ce soit sur les domaines de financement ou de l'investissement. Investissement, ça fait déjà plusieurs années qu'on intègre un peu ces critères-là, quand une entreprise vient nous voir et qu'elle demande qu'on investisse avec elle, c'est essentiel pour nous, donc, du coup, pour établir, voir la stratégie globale du groupe, et même, c'est pour nous un facteur de risque en moins. Tous les enjeux dont tu faisais référence, en réalité, c'est des risques qu'on va prendre en compte, qu'on peut même matérialiser de manière financière. Et c'est pour ça que nous-mêmes, dans le monde d'investissement, ça a été les premiers aussi à commencer à pousser beaucoup plus d'entreprises, leurs entreprises clientes et celles qui leur participation, à aller vers des meilleures stratégies innovantes en matière de durabilité. Sur le monde du financement, pour nous, on a commencé à avoir aussi un bon step-up depuis plusieurs années, où à partir d'un certain niveau de financement, de demande qu'on a, c'est obligatoire d'avoir du coup un questionnaire ESG où on va aller analyser tous les résultats extra-financiers de l'entreprise. Et c'est de même manière que dans l'investissement, si les performances ne sont pas bonnes au niveau extra-financier, on ne finance pas, on n'investit pas. Si rien n'est fait au niveau du dirigeant pour améliorer justement cette durabilité, on ne va pas financer, on ne va pas investir, parce que ça va représenter un facteur de risque énorme pour nous. Voilà, c'était une petite aparté, parce que je sens que tu voulais me lancer. Je sens que tu voulais me lancer sur ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Ou sinon, est-ce que j'en ai d'autres aussi, s'il y a besoin? Je t'en prie. Non. J'ai d'autres réponses. Alors, tu as d'autres réponses en plus, c'est parfait. Alors, je voudrais revenir sur une chose dont tu as dit tout à l'heure, c'est il faut absolument bâtir sa stratégie de durabilité et après développer les indicateurs qu'on a. Aujourd'hui, on a des entreprises qui n'étaient pas du tout soumises à des exercices de reporting extra-financière de manière réglementaire, qui commencent à être soumises. Et face un peu à la complexité et à l'envers de ce cadre réglementaire, commence à apprendre à se dire, bon voilà, la réglementation me demande tel indicateur, je vais bâtir ma stratégie à partir de tel ou tel indicateur, parce que c'est ce qu'on me demande justement d'être transparent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou on va perdre un petit peu du coup, de cohérence au niveau global? Je redis quand même, ce que demande la réglementation, c'est d'abord de se poser sur quels sont mes enjeux, la fameuse double matérialité. Et c'est une fois que les enjeux sont définis, que je prends les normes et les normes me disent quels sont les indicateurs. Partir des indicateurs pour aller à la stratégie, c'est... Après, il faut être super pragmatique. Enfin, ce n'est pas une bonne idée déjà, mais
À un moment, ce qui compte, c'est d'avancer. Et d'avancer, parfois, ce n'est pas la ligne droite, hein, ça peut être tortueux. Donc on peut se dire, j'ai sorti quelques indicateurs. Alors on peut aussi présupposer que si j'ai mis un peu de moyens pour avoir des indicateurs, c'est qu'ils reportent quelque chose qui compte pour moi. S'ils reportent quelque chose qui compte pour moi, c'est-à-dire que le sujet est peut-être important. Donc je ne serai pas caricatural en disant non, c'est une connerie, il faut d'abord la stratégie puis les indicateurs. Ça, c'est le bon sens. Mais des fois, le pragmatisme dans une entreprise, il faut faire avec ce qu'on a. Donc on a des indicateurs, on peut juste supposer qui sont là, et s'il y en a quelques-uns, pour parler d'une chose importante. Mais le texte nous dit bien, je réfléchis à mes enjeux, et après, selon les enjeux, je vais sur ma norme, et ma norme me donne les indicateurs que je vais devoir utiliser. Voilà. D'accord, c'est très clair. Alors, une autre question, c'est vrai que vu que les enjeux commencent vraiment aussi à monter, on commence à avoir des entreprises qui délèguent ces exercices de reporting extra-financier au niveau des services des directions financières, des directions de coûts d'audit de leur entreprise, pour consacrer en tout cas la direction des développement durable et RSE beaucoup plus sur de l'innovation en matière de durabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir au niveau du secteur? Est-ce que donc, du coup on a vraiment cette transition qui est en train d'être faite de reporting vers des directions financières? En fait, on est dans un texte qui, sous tous ses aspects, comme je le disais tout à l'heure, fait un parallèle entre les données financières et les données de durabilité. Mais pas sur le fond, sur, on va dire, la carte de visite de la donnée, sa qualité, sa robustesse. D'ailleurs, bien dit, on commence un comité d'audit ou un autre comité par délégation. On parle de contrôle interne dans la norme. C'est dans le rapport de gestion, qui est le rapport dans lequel il y a les comptes. Il y aura un tagging électronique comme la compta. Ça sera audité et l'autorité de contrôle des gens qui vont auditer et l'ancienne autorité qui contrôlait les commissaires aux comptes, qui s'appelle aujourd'hui la Haute Autorité de l'Audit. Il y aura une norme internationale d'audit. Enfin bref, donc ça va ressembler vachement en termes de typologie d'infos à ce qu'on a avec la finance. Ça veut donc dire que ce n'est pas totalement idiot de réfléchir en termes de moyens au fait que la direction financière ait un rôle à jouer là-dedans. En tous les cas, c'est ce qu'on observe. Mais la direction financière n'est pas non plus la propriétaire de la stratégie de l'entreprise. Elle donne les données qui permettent de piloter l'entreprise, elle en assure la qualité, elle en répond devant le management et le board. D'ailleurs, le directeur financier parle souvent au comité d'audit, par exemple, dans les sociétés cotées. Donc oui, les directions financières, on les voit beaucoup arriver, beaucoup arriver, mais les directions RSE, elles ont un rôle majeur à donner, et elles vont... Avant, elles faisaient tout. Elles faisaient le reporting RSE, elles faisaient la stratégie, elles faisaient les... là, probablement demain, ce qui va se dessiner, c'est que ces éléments de pilotage et de remontée d'infos vont tomber dans la coupe de la direction financière, mais le fond et de ce qu'il faut parler, l'analyse de tout ça, va rester aux gens qui sont en charge du fond. D'ailleurs, qui peuvent être tout autant les RH que l'équipe RSE, etc. Voilà. Super. Merci, mais on voit quand même des conflits apparaître, hein, si je suis totalement transparent. Oui, on voit des vraiment... conflits, des inquiétudes disant ne vais-je pas être dépossédé? Mais de la même façon, les auditeurs qui vont auditer ça, il y a 20 ans, c'était les auditeurs qui faisaient du conseil RSE, de l'audit, des trucs comme ça. Aujourd'hui, quand une entreprise va choisir ses auditeurs financiers, puisqu'elle peut choisir ses auditeurs financiers ou d'autres, hein, c'est des gens qui auront été formés, mais qui sont des gens qui ont fait l'audit financier de la boîte. Super. Alors j'ai une dernière question, à part si quelqu'un d'autre a une question, mais j'ai une dernière question notamment parce qu'on a parlé de benchmark. Lorsqu'on a tous nos données, nos indicateurs qui nous permettent de rendre compte de l'image et de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement, quels peuvent être les critères pour permettre de savoir, cet indicateur, il faut que j'accentue ma prochaine stratégie pour améliorer l'impact? Est-ce que c'est que par le biais de benchmark et à ce moment-là, on a une approche totalement du best in class, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte pour se dire cet indicateur, même si les autres ne font pas mieux, il faut vraiment que je l'accentue? Ce qui est clair, c'est que comme en finance, le benchmark va pas mal aider. On sait, on a tous en tête des seuils de rentabilité, des seuils de performance, même sectoriellement. On se dit, oh là là, en ce moment, telle boîte de tel secteur, elle est moins performante qu'une autre. Mais ça dépend aussi des objectifs qu'on se donne. À un moment, on part à un moment donné sur un sujet. Et après, on va se dire, on aimerait être là, on aimerait être là. Et la performance va venir déjà de l'atteinte de l'objectif qu'on se fixe. Et la façon qu'on a de se fixer l'objectif peut dépendre aussi soit de critères réglementaires, on revient aux obligations de résultats quand ça existe, soit d'éléments de benchmark ou de demandes de clients. Tu citais les clients tout à l'heure. On a des clients, je pense que certains d'entre vous connaissent la notation client-fournisseur par EcoVadis. Nous, on a des clients en dessous d'une certaine note. On a beau être super fort et gratuit, si on n'a pas la note, on n'a pas la note. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont dépendre. Donc, le benchmark, les demandes des clients, des consommateurs vont fixer les objectifs. Donc oui, complètement, on va voir ces éléments-là d'objectifs.
C'est super. Bah, écoute, merci beaucoup Sylvain de ton Bah, merci temps, beaucoup. de ta vision, de ton expertise. Merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bonne fin de journée aussi.